diplomatie et de la mémoire politique de notre nation. Son nom, Gratien Pognon. Mais ce soir, nous avons choisi de dépasser l'hommage conventionnel pour entrer dans l'épaisseur d'un héritage. Comment cet homme pensait-il le Bénin? Quels étaient ses combats secrets, ses certitudes et ses inquiétudes pour notre avenir? Des questions légitimes que nous nous posons ce soir. Pour en parler, nous recevons pas un simple témoin du temps qui passe, mais un esprit averti qui a partagé sa proximité et l'intimité de ses réflexions. En tout cas, il le revendique. Il dit, je cite, il n'a pas côtoyé seulement Gratien Pognon, mais il affirme avoir vécu l'homme. Il est philosophe, politologue, expert en droit de l'homme, diplômé de l'Institut des droits de l'homme de Lyon en France et président du club des amis de feu Albert Tevoidre, également figure majeure du Conseil des sages de Porto Novo, Victor Semassa. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation pour cette émission Hommage. Nous en avons pour 52 minutes. Je ne serai pas seul, je suis avec Éric Guédénon. Éric, bonsoir. Bonsoir à vous, Franck Aounou. Monsieur Victor Semassa, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de votre disponibilité à faire ce débat avec nous. C'est consacré à un homme que vous avez connu, vécu et côtoyé, monsieur Gratien Pognon. Excusez mon ignorance, je confesse. Qui est Gratien Pognon? Avant tout propos, je voudrais avoir une pensée pieuse pour Gratien Pognon. Une pensée pieuse pour tous ceux qui ont fait un effort majeur pour faire avancer l'histoire dans notre pays, et plus particulièrement une pensée pour ceux avec qui Gratien Pognon s'est révélé aux générations de mon temps, notamment le professeur Albert Tevoidre. J'ai une pensée pieuse pour lui, le professeur Kwadonou Tchitoro, Dossé Awangono Emile, etc., etc. J'ai une pensée affective encore pour ceux qui sont vivants, notamment monsieur Joseph Nyolonfon, Atankouno Ambroise, et tous ceux-là qui, aux côtés de Gratien Pognon, ont porté haut le flambeau du Bénin et qui ont partagé un certain nombre d'idées promotrices et novatrices avec lui. Je voudrais remercier aussi la chaîne Canal 3. Vous savez, lorsque j'ai appelé votre patron, l'honorable DG Malik Gomina, spontanément, il a accepté de m'offrir cette occasion pour parler de l'homme. Et voilà, depuis lors, avec votre antenne, les animateurs de votre antenne de Porto Novo, nous avons déjà commencé par faire le travail. Je vous remercie aussi, M. Franck Aounou, M. Guédénon, pour tout l'intérêt que vous portez à l'homme. Parler de Gratien Pognon, on peut prendre toute une journée, toute une semaine, tout un mois. On ne peut pas vider l'essentiel de ce que représente l'homme. Gratien Pognon fait partie de ces rares intellectuels qui ont porté haut au firmament de l'histoire, non seulement au Bénin, mais partout dans le monde, ce qu'est peut être un intellectuel, ce qu'est peut être un homme politique. En un mot, c'est quelqu'un qui nous a séduits par la qualité de ses idées. C'est quelqu'un qui m'a impressionné par sa personnalité, par l'homme qu'il incarne avec les autres. Gratien Pognon, en quelque sorte, c'est un rhéteur, un grand penseur, disons, auprès de qui on n'est jamais ennuyé. C'est quelqu'un, lorsqu'il prend la parole, il sait de quoi il parle. Il sait comment haranguer la foule. Il sait comment faire passer son message. Il est accroché à l'idéal républicain. C'est un homme pour qui la République est tout. Et lui, individu, il n'est rien. On voit vraiment toute l'admiration que vous portez pour l'homme. Monsieur Semassa, au-delà de la figure publique du diplomate et de l'homme politique qui était Gratien Pognon, quelle a été la nature exacte de vos liens avec lui et quel est le premier souvenir intellectuel ou humain qui vous vient à l'esprit en pensant à lui? En pensant à lui, je suis habité par plusieurs souvenirs. Vous savez, c'est dans le parti Notre Cause Commune que je l'ai connu et côtoyé. Parti qu'il a créé avec le professeur Albert Tevoidre et un certain nombre de personnages dont Joseph Nyolonfon, Odio Tankounou François, Atankouno Ambroise, etc., etc. Moi, j'étais un militant féru des idées que
distillait le parti Notre Cause Commune. Pour la petite histoire, je parlerai un peu de Tevoidja avant de venir à Gracien-Poyon, parce que c'est au colloque Nord-Sud animé en 1988-89 que j'ai découvert à la télé un homme qui parlait avec une certaine aisance. Un homme qui perçait les esprits pour faire passer des idées. C'était Tevoidja, un géant de la pensée. Il m'a séduit et aussitôt je m'étais rendu au CPPS, Centre panafricain de prospective sociale, pour chercher à rencontrer l'homme. Et lorsque je me suis annoncé dans son secrétariat, 5 minutes après, j'ai été reçu. Et les visions qui étaient les miennes, j'ai vu ça parce que j'étais étudiant en ce temps en philosophie, et ces idées-là. Et Tevoidja m'a appelé et m'a demandé de rentrer dans le groupe, et comment on appelle, dans le groupe présidé par M. Saïzonou, groupe qui avait pour titre 2000 jeunes pour l'an 2000. En quelque sorte, on voulait recenser beaucoup de jeunes pour leur faire passer une nouvelle approche de penser la République, une nouvelle approche de penser le pays, une nouvelle approche de se comporter. Approche totalement en déphasage avec tout ce qui ne porte pas les valeurs pouvant permettre de tirer de la République ou bien de porter la République pour une nouvelle approche. Donc, en ce qui concerne Gracien-Poyon, lors des discussions du bureau du parti, j'ai vu en lui un homme calme, pondéré, un homme spontané, un homme, j'allais même dire, plus percutant que le professeur Albert Tevoidja. C'est moi qui le dis. Gracien-Poyon est un homme très humble. Un homme qui est toujours au service et à l'écoute des autres. Un jour, j'étais parti à Djerebé, chez Tevoidja, le refuge du pèlerin. Suite à une réunion, je n'avais pas de l'argent pour acheter du carburant dans ma moto, la Kawasaki que je roulais en ce temps. J'ai été le voir pour lui dire, PVP, comme on a l'habitude de l'appeler, je voulais rentrer à Porte-Nouveau, mais je n'ai pas d'argent. Il me dit, Victor, à quoi est toi pour mon ami? Il disait qu'il a 10 000 francs en poche, je te donne les 10 000. Il faut te débrouiller avec. J'ai la certitude qu'effectivement, il avait les 10 000. Il m'a remis les 10 000. J'ai dit, non, papa, moi, avec 1 000 francs, je peux déjà rentrer. Rentre avec les 10 000, Dieu fera pour moi et j'aurai de l'argent. Donc, il a pris la route de Djefa. Moi, je suis rentré à Porte-Nouveau. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Moi, en tant que professeur, j'endoctrinais mes élèves dans le temps de par les idées que véhiculait le parti Notre Cause Commune. J'ai demandé un jour à l'honorable Gracien-Poyon que j'ai envie d'amener une trentaine d'élèves chez lui, à Djefa, pour qu'ils puissent leur parler du parti, les idées du parti, tout ça là. Il a dit fais vert et nous étions partis à Djerebé. Et chez lui, à Djefa, c'était merveilleux. Il a dit des choses essentielles de sa vie, comment un jeune peut se comporter, comment ne pas être pressé dans la vie, comment s'occuper des études, comment ne pas courir derrière des choses futiles, etc., etc. Comment s'engager dans les partis politiques, comment, une fois dans les partis politiques, se battre pour être au premier plan, comment avoir en esprit le sacrifice, l'État, la République, comment ne pas courir derrière les choses qui passent. En un mot, il voulait gagner la conscience des gens et non par la force des idées. En dehors de ça, une fois nous étions à une réunion du comité directeur du parti Notre Cause Commune, réunion qui a commencé à 9h. Ce jour-là, on avait travaillé jusqu'à 23h. Les résolutions importantes ont été prises. Et il y a une dame qui a surgi pour émettre une idée qui remettait en cause toutes les conclusions qui étaient admises lors de la réunion. Les gens fatigués ne voulaient pas trop qu'on ouvre les fenêtres sur ce que disait la dame. Et tout le monde a dit non, centenaire va s'en tenir à ce qui est pris, on verra après. Gracien-Poyon a dit non. Il faut que dit la dame est essentiel et il faut avoir le courage de voir afin de visiter et prendre des résolutions nouvelles. On a été obligé de surseoir à la réunion, de revenir
le lendemain, de reprendre, disons, la quintessence de ce que disait la dame. Et voilà, tout cela a permis de voir autrement le réel que dans le sens qu'on l'avait vu et analysé au prime abord. Donc pour vous, c'est quelqu'un qui est... c'est un manager, Gratien Poyon. Il est un manager objectif. Gratien Poyon, ce n'est pas l'homme qui sous-estime les autres. C'est un monsieur qui a une grande ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui était prêt pour tout lorsqu'on est sur le bon chemin. Je vous donne un exemple là aussi. Un jour, j'étais allé le voir dans son bureau. Il est un préfet d'un département dont je préfère taire le nom, qui était venu. Le préfet lui a gentiment demandé s'il pouvait se débarrasser de nous, son assistant et moi, puisqu'il voulait lui dire quelque chose. Il dit, mais non. Son assistant, c'est le prolongement de sa personne, que lui ne fait rien en cachette ici, et que tout ce qu'il fait, son assistant est au courant. Par conséquent, il n'a qu'à dire ce qu'il a amené. Le préfet a dit, voilà, et ils ont fait des recasements, et on lui a réservé 2 parcelles. Gratien Poyon, et à Gratien Poyon de dire, mais non, lui n'avait pas à la base des parcelles dans la zone et qu'il ne pouvait pas s'en approprier étant donné que la terre n'est pas élastique. Et il a demandé à notre préfet gentiment de le dispenser de ça parce qu'il n'en voulait pas. Voyez-vous, lorsque on donne des étrennes aux conseillers du palais, on leur donnait des moustiquaires. Gratien Poyon n'amenait jamais ça chez lui. Ce qu'il faisait, il essayait simplement de remettre ça à son chauffeur, son assistant ou à son garde-corps et leur demandait d'identifier dans leur zone ceux qui en sont vraiment dans le besoin de le leur offrir. Donc, voilà en quelque sorte l'homme du point de vue tout ça là. Mais là où le monsieur s'est révélé essentiellement, c'est dans le parti Notre Cause Commune, aux côtés du professeur Albert Evroidje. On y reviendra. Alors, vous savez, depuis que nous avons commencé par préparer cette émission, il y a eu une question qui me taraude l'esprit. Je préfère m'en débarrasser déjà en début de cette émission. Oui, pourquoi vous avez choisi le départ de Gratien Poyon pour parler de lui? Il aurait pu suivre à la diffusion de cette émission ce qu'il a réalisé, peut-être que lui-même il a oublié, suivre ces anecdotes très édifiantes que vous racontez aujourd'hui. Pourquoi vous choisissez, après la mort de l'homme, pour parler de lui? Le réel n'est pas ce qu'on pouvait croire, mais ce qu'on aurait dû penser, disait Gaston Bachelard. Vous savez, dans la philosophie. Vous savez, l'esprit, les idées naissent à partir de certaines réalités. J'avoue honnêtement que je n'avais pas eu l'idée, parce que je n'ai jamais rompu le pont avec Gratien Poyon. Toutes les fois qu'il vivait au Bénin, j'allais le voir à Djefa pour qu'on puisse ressasser l'histoire, pour qu'on puisse revisiter tous les refaits qui ont caractérisé la vie du Bénin et les combats qui étaient les siens quand il était député, quand il était homme politique très actif. Lorsque son épouse était décédée à Paris, j'étais là. Je n'avais pas eu le temps, mais on était restés en de très bonne intelligence. Mais je me suis dit, il faut rattraper ce qu'on n'a pas pu faire lors de son vivant. Vous savez, la lutte, le combat de Gratien Poyon était de conquérir la conscience des hommes. Ce n'est pas de se faire révéler, de faire ci, de faire ça. Gratien Poyon ne m'a pas donné une immense fortune. Il ne m'a pas donné de l'argent. Mais ce que je lui dois est immense. Il m'a influencé fondamentalement. Il a agi sur ma conscience. Il a influencé ma vie. J'ai acquis auprès de lui des valeurs essentielles. Des valeurs de la relativité des choses. Des valeurs de la probité. Des valeurs de la conscience. Du travail bien fait, du goût, du meilleur. En quelque sorte, c'est un monsieur qui non seulement ne parle pas, mais agit par les comportements. C'est quelqu'un, voyez-vous, qui a eu la chance d'hisser le sommet de la gloire. Mais il s'est fait toujours petit. Il est resté dans la logique de Blaise Pascal qui disait que l'homme n'est grand qu'à genoux. En quelque sorte, quand on va chez Gratien Poyon, on ne paie rien, mais on y gagne toujours quelque chose. On y gagne quelque chose pour avancer,
pour améliorer sa vie, pour affiner son goût et pour faire aiguiser sa conscience. Voilà ce que moi j'ai gagné de l'homme. Qu'on ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier. Et c'est ça qui justifie ma présence. C'est mon papa qui est décédé. C'est mon second papa. Parce que tout ce qu'on peut faire à un fils, j'ai eu la chance de gagner ça auprès de Gracien Poyon. Lorsque vous êtes en but à des difficultés de la vie, lorsque vous avez besoin des conseils essentiels, lorsque vous avez besoin, disons, d'une bonne intelligence pour affronter un fait ou pour prendre un certain contact, lorsque vous l'appelez, il vous donne toujours des idées novatrices, des idées qui vous font avancer et qui vous font atteindre toujours vos objectifs. Monsieur Victor Semassa, on connaît souvent les figures historiques par leurs déclarations publiques. Dans le cadre privé de vos échanges avec monsieur Gracien Poyon, quelle était sa véritable grille de lecture du Bénin contemporain et de son évolution politique? Vous avez, si vous fouillez dans l'histoire contemporaine de notre pays, avant les indépendances et après, vous n'allez jamais surprendre Gracien Poyon, disons, dans des compromissions. Vous n'allez jamais le surprendre dans des faits de corruption, de malgouvernance. Vous n'allez jamais le voir dans des comportements hideux, désagréables. C'est quelqu'un qui est fondamentalement fier de sa personne. C'est quelqu'un qui s'habille à sa taille et qui se chausse à son pied. C'est quelqu'un qui a véhiculé des idées fortes de la République. Il a toujours influencé tous ceux qui vivent autour de lui par des comportements sains, des comportements honorables, des comportements dignes. Vous voyez, lorsque le général Mathieu Kérékou est parti et que le président Yahi Boni était arrivé au pouvoir, ils ont remercié presque tous les conseillers au palais, sauf Gracien Poyon. Et à Gracien Poyon de dire, si tous mes amis... Alors parce que Gracien Poyon était conseiller. Il était conseiller diplomatique du général Mathieu Kérékou. Et lorsqu'on a laissé seul le président Boni Yahi ne l'avait pas touché. Mais il est allé voir le président Boni Yahi pour lui dire, si tout le monde est parti, il n'y a pas de raison que lui, il reste. Il faut qu'il parte aussi. Et deux, il a dit, dans la suite de loyauté au général Mathieu Kérékou qui est parti, il n'est pas évident que les idées de Mathieu Kérékou soient la suite de celles que va porter le président Boni Yahi. Par conséquent, il ne trouve pas sa place encore au palais et il est parti du palais de lui-même. Je vais vous dire, au palais, on lui a touché un véhicule. Gracien Poyon n'a jamais roulé ce véhicule. Et c'est pratiquement à la fin, après plusieurs assauts, etc., qu'il a accepté, après avoir fait 10 ans au palais, à peine il est resté dans ce véhicule pour 2 ans. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que c'est l'homme qui ne s'accroche pas au matériel. C'est un monsieur totalement détaché et monsieur fidèle à tout. Fidèle à tout en ce sens que, il est resté à Djefa, à la plage à Djefa. La mer a englouti sa maison. Il a reconstruit, puisque c'est un propriétaire terrien dans la zone, il est venu un peu en avant pour reconstruire. La mer a encore englouti la deuxième maison. Mais il est resté parce qu'il est fidèle non seulement à lui-même, non seulement aux hommes, mais il est resté fidèle aussi à la nature. Alors, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il dit de notre pays assez souvent dans vos discussions sur l'avenir, le développement? Qu'est-ce qu'il dit assez souvent? C'est un monsieur totalement déçu du comportement des hommes. Déçu du comportement de certaines personnes avec qui... Tout à fait. Avec qui ils avaient une grande ambition pour ce pays. Mais à l'œuvre, il m'a tout dit qu'il ne les voit pas fidèles aux idéaux de départ des gens de sa génération. C'est tout cela qui a fait que, fâché et déçu, il s'est retiré pour aller vivre en France jusqu'à son... Il n'était pas trop conservateur parce que les contextes n'étaient pas les mêmes. Les contextes dans lesquels ils ont été dans l'activité politique, ils ont exercé des fonctions au plan politique ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas trop attaché aux réalités qui étaient les leurs en son temps? Je ne vois pas Gracien Poyon
comme un homme suffisamment conservateur. Mais c'est un homme fondamentalement attaché aux idéaux. C'est un homme jaloux de sa vision et des choses. Vous savez, M. Franck Aounou, la vie, c'est un choix. Vous qui êtes là, vous avez des idéaux. Peut-être pour vous, c'est la vie de la matière qui est essentielle. Et peut-être pour M. Guédénon, c'est la vie de l'esprit. Un peu de lait caillé et du pain, voilà ce que recommande la vie du corps, disaient les épicuriens. Il y a des gens pour qui la matière n'est rien, l'argent n'est rien. D'ailleurs, Gracien-Pouillon fait partie de ceux qui nous enseignaient dans le temps que nous sommes tous des métaux et chacun a son degré de fusion face à l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en termes terre à terre, on peut acheter, vous, votre conscience, avec quelques billets de banque, 100 000, pour vous faire accepter c'est quelque chose. Mais on peut donner même le milliard à quelqu'un d'autre, il va refuser. Donc, moi, je ne le vois pas conservateur, mais plutôt un homme d'une grande ouverture d'esprit. Un homme qui se fait petit et qui se met toujours à la hauteur des autres. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple en la matière. Allez-y. Un jour, nous allions faire la campagne électorale à Dangbo. Et j'ai vu M. Gracien-Pouillon s'habiller en pantalon avec une tenue bomba en haut. J'ai dit, mais moi, j'étais surpris de le voir habillé comme ça. C'est quoi ce style? C'est quoi ce style? Habilement, je me suis dit, ah, papa, votre habit là, vous voulez porter une chemise, mais vous vous êtes trompé, non? Il dit, non, Victor. Il faut se mettre dans la peau des gens. Il ne faut pas paraître ostentatoire, différent vis-à-vis des autres. Nous voulons aller voir les paysans, c'est-à-dire dans la zone d'Equin, la zone lacus de Dangbo. Moi, je vais me mettre en veste ou en 3 pièces. Ce n'est pas normal. Mais lorsque vous vous mettez dans la tenue telle que les gens se comportent dans leur région, vous allez voir, il y aura une adhésion. Évidemment, lorsque nous avons fait les élections, le parti Notre Cause Commune a battu à plate couture dans la zone. Vous voyez, c'est le monsieur qui, en quelque sorte, sait se mettre à la mesure, qui sait se mettre à la mesure des choses. Est-ce que vous voyez? Un autre fait marquant, si vous voulez bien. Dans les années 95, le parti Notre Cause Commune, sous la légide du professeur Tevoa Idjaye, avait demandé au corps des amis d'Albert Tevoa Idjaye d'aller tâter les poules, d'aller voir le comportement du parti Notre Cause Commune au sein des masses. Lorsque nous étions partis, nous avons constaté que le PRD a déjà fait asseoir toutes les bases et a fait disparaître le parti Notre Cause Commune dans la région de Lomé. C'était une évidence. Alors, moi j'ai fait mon rapport que j'ai soumis au parti. Lorsque le rapport est lu, le professeur Albert Tevoa avait eu possession de ce rapport. Je l'avais méconnu le jour-là. Ses oreilles étaient devenues très longues. Ses yeux étaient devenus plus gros et rouges. Et il était agressif en quelque sorte. Il dit, Victor, je sais que tu as toujours fait du bon travail dans le parti. Mais cette fois-ci, tu es resté quelque part pour nous prendre ce rapport. Ce rapport, ce n'est pas la réalité du parti Notre Cause Commune dans la région. Mes voix sont encore là. Victor, tu oublies que j'ai été 3e aux élections présidentielles de 1991. Et tout le monde presque était allé dans ce sens. Sauf Gracien-Pouillon. Ce jour, c'est lui qui m'avait remonté le moral. Il dit, tel que je connais M. Semassa, il va falloir qu'on se prenne au sérieux ou bien qu'on commette une autre étude dans la zone. Mais si nous nous en tenons à nos résultats de 1991, puisque n'oubliez pas que NCC avait fait un bon score dans tout l'Ouémé en 91 et lors des élections législatives, si nous nous en tenons à ces résultats, on sera surpris. Monsieur Aounou, Monsieur Guédénon, vous savez ce qui s'était passé? Lorsqu'on a fait les élections de 91, le parti Notre Cause Commune a été battu à plate couture. On nous a battus. Le PRD nous a éliminés. Le rapport était vrai. Et le plus fort, le professeur Tevoa Idjaye
était sorti le seul député d'Andomé du parti Notre Cause Commune grâce aux voix de ses mains, travail abattu par le député Joseph Nyonofon. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les hommes politiques, pour la plupart, n'aiment pas la réalité en face. Ils n'aiment pas ça, mais lui, là, il est resté toujours lucide, Gracien Poyon. On va évoquer les combats politiques de l'homme tout à l'heure, mais en tant que philosophe, quand vous observez Gracien Poyon au quotidien ou dans ses réflexions, quelle était sa principale obsession éthique ou politique? Qu'est-ce qui le faisait réagir le plus souvent? Vous savez, c'est des gens qui ont eu la chance de faire l'école coloniale. C'est des gens qui ont la chance d'avoir des parents, d'avoir accès à une très bonne éducation. Et il a été marqué par sa maman, Mathilde dit, qui est de Kwandé, qui lui enseignait tout, qui lui donnait le minimum, etc., qui lui avait inculqué les valeurs essentielles de la vie. C'est tout cela, ajouté à ce qu'il a appris à l'école et aux hommes qu'il a côtoyés dans sa vie, qui ont forgé sa conscience. Il a sa conscience. Il a sa conscience. C'est la démystification de l'argent et des choses du monde qui constitue son premier combat. Il n'a pas l'argent? Il a dit qu'on a besoin du minimum. Il a dit qu'il a besoin du minimum pour bien vivre. D'accord. Il n'a pas besoin de l'essai. Et il m'a dit un jour, Monsieur Semassa, si on court, on amasse beaucoup d'argent. C'est cet argent-là qui constitue des problèmes pour votre postérité. Parce que les enfants ne s'entendent pas toujours dans la gestion du patrimoine et de la succession. Donc, il vaut mieux avoir le minimum nécessaire pour bien vivre, donner un sens à la vie du corps et à la vie de l'âme. Donc, voilà en quelque sorte un monsieur, d'ailleurs, moi, les plats que je lui connais ne sont pas des plats exagérés. C'est un monsieur qui peut prendre, disons, les beignets, c'est un monsieur qui peut manger sainement, sans trop la viande, etc., etc. Donc, il n'a pas le souci de la vie pour la vie, mais il a le souci d'une bonne vie, d'une vie austère et rigoureuse. Alors, nous n'avons pas que vous, M. Victor Semassa, qui évoque la vie de M. Poyon Gracien. Nous avons rencontré dans la région de l'Ouémé Plateau des acteurs politiques, des gens qui ont fait le parcours avec Poyon Gracien, qui se sont confiés à nous grâce à notre équipe qui est dans la région. Nous allons écouter d'abord Saka Fikara, c'est un nom connu de tous, c'est un acteur politique bien connu qui a côtoyé également Gracien Poyon grâce à la collaboration de la partie technique. Nous allons suivre son témoignage, ce qu'il retient de l'homme, et on revient pour la suite de nos échanges avec vous. Monsieur Gracien Poyon, je l'ai vraiment connu pendant la première législature, donc en tant que suppléant d'un ministre. Je suis censé soutenir à fond le gouvernement. Mais moi, bon, vous voyez, je ne connaissais pas les circuits de soutien, je connaissais seulement le soutien de la vérité, et c'est ça. J'étais le secrétaire à la première législature de la commission du plan que présidait mon ami Dégbé Marcelin. Je devais présenter le rapport de la commission sur la privatisation de la Béninoise. J'avoue qu'à l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas de cette privatisation. Il y en a beaucoup qui voulaient le gouvernement, qui voulaient la privatisation. Donc, normalement, les gens s'attendaient à ce que je soutienne mon ministre qui était sur le pupitre des ministres. Mais ça n'a pas été le cas. Et j'ai perdu un ami avec qui j'ai fait la prison, mais j'ai gagné
beaucoup d'autres amitiés, dont celle de Gratien Poyon. C'est à cette occasion que nous nous sommes connus, dans les débuts de la première législature. Et nous sommes restés ensemble jusqu'à son décès. En ces temps-là, le combat pour la liberté et la vérité, c'était le commun de tous les hommes de cette époque. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant où il faut tout faire pour appartenir à ce que vous appelez maintenant la mouvance, l'opposition. Non. Même de l'opposition comme de la mouvance, tout le monde combattait pour les libertés, tout le monde combattait pour la vérité. Et j'ai connu Lazare Poyon, qui était franchement un homme que j'ai admiré. Non seulement il était un intellectuel, chez qui j'ai appris beaucoup de choses sur le combat pour la liberté, l'exigence de la liberté, mais beaucoup d'autres choses. Son esprit vif, son expérience de la vie politique, ça m'a appris beaucoup de choses. Nous sommes restés amis jusqu'à ce qu'il n'en peut plus, il n'en pouvait plus des dérapages qui sont intervenus. Après le départ de Mathieu Kérékou en 2006, il n'en pouvait plus. Il ne pouvait plus supporter. Puis bon, il s'était recroquevillé sur lui-même. Et puis quand les choses allaient de mal en pire, je crois qu'il a décidé de partir pour ne pas trop souffrir. Voilà, il a quitté le pays parce qu'il ne voulait pas trop souffrir de la déconstruction de ce qu'il a fait et qui lui a coûté l'exil, qui lui a coûté beaucoup de choses dans la vie. Vous savez, nous, en notre temps, ce n'est pas l'argent, hein? Non. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est à la base de tout. Mais ce n'était pas l'argent. Ces gens-là auraient pu dormir sur des tas de billets de banque. Mais non, l'exigence de la liberté, la recherche de la vérité était leur chose. C'est ça que j'ai appris de ces gens-là. Je l'ai connu en 91. C'est en 91 que j'ai fait son expérience. Et je regrette beaucoup son départ. Je demande au Seigneur de lui pardonner toutes ses fautes et de le garder dans son royaume. Voilà. Saka Fikara, c'est un acteur politique bien connu pour son franc-parler, sa rigueur et son rôle actif tant au sein de l'exécutif béninois que sur les bancs de l'Assemblée nationale. Eric, nous allons poursuivre ces échanges. Justement, M. Victor Semassa, après ce témoignage, dites-nous quel a été le rôle de M. Poyon au sein du parti que vous évoquez, mais aussi aux côtés de certain Albert Tevoe-Edjere. On ne saurait parler du professeur Albert Tevoe-Edjere sans parler de Poyon Gratien Lazare. De sa bouche, Poyon disait qu'il a constitué un tandem politique jamais connu au Bénin et dans le monde avec le professeur Albert Tevoe-Edjere. Le professeur Albert Tevoe-Edjere et Poyon Gratien étaient le laboratoire. C'était la fine fleur des idées majeures qui alimentaient le parti. En quelque sorte, c'était des gens qui étaient habités par l'idéal républicain. Tout pour la République, l'essentiel pour les hommes et pas l'essentiel et pour eux. D'ailleurs, la devise du parti était « Urgence au partage, priorité aux plus souffrants ». Donc, c'est des gens qui ne reculaient devant rien. Vous vous rappelez, en cette époque-là, en cette époque, tous les travers du régime du président Soglo étaient dénoncés par le parti Notre Cause Commune. Et c'est ce parti Notre Cause Commune, avec l'arithmétique des idées et la multiplication des stratégies, c'est eux qui ont tout fait
pour pouvoir donner la main à d'autres partis tels que le PSD de Bruno Amoussou, les partis de paix à son âme, de monsieur qui est décédé, là j'oublie son nom, etc., pour constituer un grand fonds pouvant permettre d'aller aux élections présidentielles de 1987. Mais il faut retenir ici, c'est le parti qui a parlé de 20 000 emplois et tous les Béninois les avaient tassés de démagogues, de ci, de ça. Mais à l'époque, c'était avec quelle idée il fallait aboutir à ce projet? À ce projet, il y avait 1001 idées. Je vous donne une idée majeure phare qui était la base des stratégies de création du parti, des emplois dans le parti. Le professeur a eu à dire qu'avec la vente de l'eau seule, nous pouvons déjà créer des milliers d'emplois. En ce temps-là, il n'y avait pas encore la propension de Pure Water. Regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui vendent Pure Water. Aujourd'hui, regardez le nombre d'industries qui fabriquent de l'eau. Et dans la fabrication, dans la distribution, etc. Vous voyez que c'est devenu une réalité ce qui se disait qui était considéré comme une démagogie. Si par exemple, le président Talon Patrice avait dit en 2015 qu'il allait faire, je suppose qu'il a fait 1000 km de voies bitumées, qu'il allait faire 1000 km de voies bitumées et spontanément dans presque toutes les régions du Bénin, on l'aurait taxé de démagogue. On allait dire qu'il ne pouvait jamais le faire et peut-être cette idée avancée pouvait être à la base de son échec aux élections présidentielles parce qu'on va dire que c'est quelqu'un qui est vendeur d'idées pas réalistes. Alors, puisque ce tandem était si fort entre M. Poyon et M. Tevoidjre et que le parti à l'époque était considéré comme le plus grand parti dans ce département, Louémé et Plateau, qu'est-ce que ce parti ou ce tandem a pu insuffler comme développement, par exemple, dans une ville comme Porte-Nouveau? Vous savez, le parti Notre Cause Commune avait une grande écoute, une grande audience dans l'opinion. Qu'on soit d'accord, qu'on aime ou pas Tevoidjre ou Poyon, on était prêt à écouter ce qu'ils disaient. Nous n'avons pas eu la chance. Vous savez, avec le pouvoir de l'argent, le PRD a laminé, a fait disparaître le parti Notre Cause Commune de la carte politique de Porte-Nouveau. Et là, est-ce qu'il y a un lien avec cette histoire politique Mitton-Dolan? Évidemment, politique Dolan, je vais vous rappeler l'histoire. Vous savez, dans le parti PRD, il y a eu un baobab, paix à son âme, Moucharaf ou Badamassi. Il imbibait toute la ville, toute la région d'argent. Mais le professeur Tevoidjre, l'honorable Gracien Poyon, etc., le parti Notre Cause Commune n'avait pas un mécène, n'avait pas de mécène. Il avait des idées. Il avait des idées, mais ce que les populations aiment, c'est le frais. Et un jour, on était à un meeting à Rwanda. Tevoidjre haranguait la foule. Il parlait. Un monsieur a surgi. Il dit, arrêtez tout. Et Albert, politique de Tolan, ouais, qu'on est déjà nos vies traitées, demain, quoi m'a été, de quoi ton mine, quoi vous votez, là, oui, mine, matoye, nando, je vous voter, et vous, quand, et bien, vous, grenade, bref. Mais lorsque je reviens dans la ville d'aujourd'hui. Est-ce qu'à cette époque, la réalité de l'argent en politique était déjà un fait? Oui, la réalité de l'argent était déjà un fait mais n'était pas aussi majeure à un moment donné de l'histoire. Parce qu'on achetait la conscience des gens. Lorsqu'on votait, on demandait aux gens de ramener les autres bulletins parce que les bulletins n'étaient pas uniques sur une seule feuille. Voyez-vous, c'était des bulletins, les gens ramenaient pour prendre de l'argent. Mais ce que je voudrais dire, si vous me permettez d'ouvrir une petite fenêtre dans la gestion de la ville de Porte-Nouveau, allez-y. Je suis meurtri, je suis ahuri. Vous savez, Porte-Nouveau a raté le rendez-vous de la décentralisation. L'hôtel de ville, tel qu'il est aujourd'hui, est manifeste de l'incapacité de presque tous ceux qui sont passés à avoir une grande et noble ambition pour le développement de la ville de Porte-Nouveau. Pourquoi vous associez le développement de la ville à un bâtiment? Je dis et je répète, l'hôtel de ville, tel qu'il est, tel qu'il se présente, est à l'image de l'échec cuisant presque de tous ceux qui sont passés à la tête de la ville de Porte-Nouveau, et je m'explique. Vous savez, c'est là que je voudrais
exhorté les partis politiques à revoir leur manière de désigner les maires, ou bien l'élection des maires. Cela se fait suivant un critère donc, qui a été défini Le critère, sociologiquement, selon ce je ne sais pas sur quelle base les critères ont été faits, mais pratiquement les maires n'ont rien fait. Je pèse mes mots, n'ont pas fait grand-chose dans la ville de Porte-Nouveau. J'étais hier, vous pouvez promener vos caméras et vérifier ce que je suis en train de dire. J'étais hier à l'arrondissement de Wando. Comment pouvons-nous comprendre que le sol est encore cimenté, les courants sont branlants, etc., etc. C'est-à-dire ce qui était fait depuis près de 50 ans. Les gens n'ont eu aucune ambition pour faire avancer les choses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si le président Talon n'était pas venu pour faire quelque chose, il n'y a pas quelque chose d'impressionnant qui fixe les attentions. J'ai un ami qui était revenu et qui m'a demandé où est le centre-ville de Porte-Nouveau. C'est où le centre-ville? J'étais meurtri. Meurtri en ce sens que, aujourd'hui, lorsque vous quittez l'école normale supérieure pour venir à Kachi, pour descendre à Gboko, d'une part, vous quittez l'école urbaine centre pour venir à Kachi, en continuant par Gbodje, pour aller vers Malé là-bas. Lorsque vous quittez Godossou pour venir à Yaya Gendarme, c'est la terre rouge. C'est la terre rouge. C'est-à-dire, c'est une ville totalement dégradée. Monsieur Sébastien, oui. Pourquoi vous jetez seulement la pierre à ces maires qui se sont succédés à la tête de la ville? Peut-être vous aussi, le disparu Gratien Pognon, Maître Adrien Mbedi, Albert Tevoa Idre. Lorsqu'on parle de Porte-Nouveau, il y a quand même des grandes figures qu'on cite là-bas. Une ville, le développement d'une ville ne dépend pas seulement d'un maire qui est à la tête de la commune. Merci, monsieur Aounou. Montrez-moi un point d'appui et je vais soulever le monde. Je me mets au défi. Vous savez, moi, Victor Semassa, je n'ai pas la signature. Je n'ai pas l'échappe. Mais j'ai plein d'idées de développement dans ma tête. Et c'est des idées qu'on fait partager à ceux-là, mais ils ne les appliquent pas. J'ai par exemple écrit à presque tous les maires qu'ils n'ont qu'à faire l'effort de recenser tous les corps de métier, tous les cadres de la ville de Porte-Nouveau, médecins, géographes, etc., etc. D'avoir une banque de données des ressources humaines de la ville. Niet. J'ai demandé qu'on fasse une conférence municipale en faisant appel à toutes les personnes représentatives, les cadres, les commerçants, les forces sociales, etc. Zéro. J'ai demandé qu'on puisse faire asseoir le développement de la ville sur les hommes. Moi, par exemple, le poste politique qui m'a beaucoup impressionné depuis que je vis, c'est celui de chef quartier. Quand, par exemple, moi, je suppose que j'ai la signature pour être chef quartier, je vois ce que je peux faire. Je vais recenser tous les habitants de mon quartier. Je vais leur demander, nous allons faire des conférences pour identifier les besoins majeurs de notre quartier. Nous allons cotiser de l'argent pour faire ce qu'on peut faire. Par exemple, s'il n'y a pas une école maternelle, on va mobiliser des gens, des opérateurs économiques, des gens qui vont nous donner le ciment, de ci, de ça, etc. On va régler. Nous allons prendre les avenues, par exemple les rues de notre quartier, on va planter des arbres. Nous allons, en quelque sorte, changer la configuration de la ville. Supposons que je suis chef quartier. Quand je vais voir, par exemple, le directeur général de SIAB, pour lui dire que nous avons besoin de fer pour pouvoir faire ci, je vais à Onigbolo ou bien à SCB pour demander de ciment, parce que je suis chef quartier, ils vont me faire confiance et m'accompagner, me soutenir. Mais lorsque je n'ai pas cette signature, on ne peut pas me faire confiance a priori. Plus est un maire. Vous savez, si les autres maires le font, à Porte-Nouveau par exemple, les chauffeurs et consorts n'ont même pas de gare routière digne de nom. Alors que quand vous allez à Boycon, quand nous allons à Boycon, qui n'a pas autant de ressources que la ville de Porte-Nouveau, le maire réussit à faire deux gares routières dignes de nom et de grande portée. Pourquoi ceux de Porte-Nouveau ne peuvent pas le faire? Lorsque vous allez voir le cadre, vous dites tout à l'heure,
vous savez, il n'appartient pas aux individus de réaliser des infrastructures socio-communautaires. 1 kilomètre de goudron, vous voyez ce que cela coûte. Mais le maire, le moyen, par exemple, de talonner tel ministre, de le déranger tout le temps pour qu'il puisse avoir un regard sur sa ville et prendre en compte dans son plan de travail du ministère les choses qui manquent à la ville. Moi, je ne peux pas comprendre comment la ville capitale, le maire a tous les moyens de faire défendre l'idée par le président de la République qu'il faut 2 budgets pour la ville de Porto-Novo. Premier budget en tant que capitale du Bénin. Personne ne sera contre. Parce que capitale, ce n'est pas que pour les Porto-Noviens, c'est pour tous les Béninois. Et que si tous les Béninois viennent voir la ville dans l'état qui est le sien aujourd'hui, c'est une honte pour nous tous. C'est une honte pour nous tous. Donc, il aura un programme spécial. C'est une volonté. Et la volonté doit être portée d'abord par le maire qui va, en quelque sorte, mobiliser toutes les forces sociales, recueillir des signatures qui puissent constituer pour lui une force pour aller voir le président de la République et dire le président... Est-ce que vous avez au moins espoir, avec celui qui est là, que ces défis seront relevés? Je fais confiance au président de la République, le nouveau, et je tiens à remercier au nom de toute la ville l'ancien président Talon Patrice pour ce qu'il a fait. C'est déjà un début. Il nous a manqué, et là je reviens encore sur la question de la mairie, il a manqué de dynamisme. Porto-Novo est la ville la plus petite du Bénin, 52 km². C'est la ville la plus petite du Bénin. Donc, il suffit d'avoir une petite attention et le problème est réglé. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Mais, moi je suis le président de la commission coexistence pacifique. Nous sommes en train de faire des choses pour pouvoir nous rapprocher du président. Lorsque le président n'est pas informé des choses, il ne peut pas faire. Il faut qu'on le lui dise. Et le premier citoyen d'une ville, c'est son maire. Et le maire doit se battre. Il ne s'agit pas de faire la courbette, de ne pas avoir le courage de porter les idéaux d'une ville quand on est auprès du président de la République. Il faut intelligemment taquiner le président de la République. Il faut répéter dans les oreilles du président de la République que monsieur le président de la République, venez faire ceci à l'honneur, à votre premier honneur. Moi, je ne suis pas sûr que le président Patrice Talon ait connaissance de toutes les difficultés routières de la ville de Porto-Novo. Je ne suis pas sûr. Croyant en sa bonne foi, vous avez bénéficié de quelques infrastructures dans la ville. Je vous répète, que je reconnais, je remercie, je félicite, j'encourage celui qui l'a fait. C'est ça. Mais je suis sûr que s'il était au courant de ce qu'il restait à faire, il aurait fait davantage, il aurait fait mieux. Et j'exhorte le nouveau président à commettre une étude spéciale pour aller voir le visage de la ville de Porto-Novo. Tels étaient les idéaux de Gratien Poyon. Tenez, Gratien Poyon est de grand propos. Mais son cœur est resté porto-novien. Et c'est pour cela qu'il a demandé qu'on l'enterre à Porto-Novo. Et je profite de ce micro pour inviter tous ces intellectuels, tous ceux qui ont fait la marche avec Gratien Poyon, tous les députés de la première législature, toutes les personnalités et ressources cadres, d'être à Porto-Novo le vendredi prochain, le vendredi 21, nous avons dit tout à l'heure, le vendredi prochain, à l'église Notre-Dame de Porto-Novo, pour rendre le dernier hommage à cet homme. J'invite aussi le gouvernement à réserver, disons, des obsèques dignes à ce monsieur qui a beaucoup fait pour notre pays. On revient justement sur les engagements politiques de M. Poyon, qui a traversé plusieurs époques justement charnières de notre histoire, l'indépendance, la démocratie, la diplomatie et également. Quel regard portait-il sur le combat pour la liberté, la dignité humaine au Bénin et en Afrique? Je me réfère à la déclaration de l'honorable Fika Fikara qui avait parlé tout à l'heure. Vous savez, autant haute mœurs, l'honorable Gratien Poyon était de cette époque habité par des idées clés qui étaient en contraste avec toute confiscation de liberté. Il était l'ami de jeunesse du président Mathieu Kérékou. Il était celui qui avait porté auprès des autres nations les idéaux et l'objectif, les raisons qui ont fondé le coup d'État du 26 octobre 1972.
il était nommé ambassadeur avec tous les honneurs, privilèges que contient ce poste en Belgique. Mais cela ne lui avait pas empêché, de démissionner, de constituer un affront contre le pouvoir du général Mathieu Kérékou et de rester en exil en privant sa liberté pour la réclamation de liberté du peuple et de bénéficier de la conférence nationale. Alors, pour comment revenir. cela s'explique? On ouvre cette parenthèse sur l'exil, puisqu'il a travaillé aux côtés du général en tant que son conseiller. Oui. Comment il s'est retrouvé en exil? Il était ambassadeur. C'est après la conférence nationale en 1996, lorsque le général a gagné les élections présidentielles pour revenir encore au pouvoir, qu'il a été conseiller diplomatique du général. C'est un contraste. Eux qui étaient restés dans une lutte placable, cela montre aussi la grandeur, non seulement du général Mathieu Kérékou, mais aussi de l'ambassadeur Gratien Poyon. Gratien Poyon, ce n'est pas un homme rancunier. C'est un homme d'une grandeur d'esprit. Parce que lorsqu'il avait un étaïsme, un schisme au sein du parti Notre Cause Commune, et que eux, ils ont gagné la paternité du parti Notre Cause Commune, et Albert Tevoidja était parti créer le parti Ensemble, à un moment donné, ils se sont retrouvés pour faire la paix. Donc c'est un monsieur qui avait... Dans l'histoire, il y a eu des moments de discorde entre il a eu des M. moments de Poyon discorde. et M. Tout Tevoidja. à fait. Le tandem s'est fondu. C'est fondu. Mais les idéaux qui étaient les leurs, l'approche qu'ils avaient du développement de ce pays, tout cela a fait qu'ils se sont retrouvés encore pour faire la paix, pour redevenir encore des amis. C'est un fait caractéristique des grands esprits, des grands hommes. Et c'est cela qu'il faut pour notre pays. Nous avons besoin de la connexion, de l'adhésion. Nous avons besoin de l'intelligence, de l'arithmétique et de la multiplication de l'intelligence et de l'imagination de tous les Béninois. Eric l'a dit tout à l'heure, il a traversé plusieurs époques. Quelles étaient ses relations avec le président Nicéphore Soglo que vous avez cité très peu dans vos développements? Je crois que si le président Nicéphore Soglo a des difficultés majeures qui l'ont empêché de reconduire son mandat, son second mandat, le professeur Albert Tevoidja avec Gratien Poyon et un certain nombre des cadres du parti Notre Cause Commune, très tôt, parce que n'oublions pas que en 1991, Tevoidja était le 3e des élections présidentielles et avait perdu les élections. Il ne pouvait pas donner des consignes de vote en la faveur soit de Nicéphore Soglo ou bien de Kérékou, étant donné que le parti regorgeait en son sein non seulement des hommes du Nord, mais des hommes du Sud. Et vu le rôle majeur que Albert Tevoidja avait joué lors de la conférence nationale, n'oublions pas son rapport historique qui avait séduit plus d'un esprit. Le parti avait demandé de voter selon la conscience. Donc chaque militant était libre de voter selon sa conscience. Mais le parti, au lieu d'aller dans l'opposition, comme cela se fait généralement, s'était constitué comme un parti de proposition. Donc, on est là. Lorsqu'il y a des choses, on va proposer au président en place tout ça. Mais le président Soglo n'était pas très ouvert à la collaboration, ce qui a fait que suite à un autre congrès, le parti est rentré dans l'opposition. Une opposition jamais connue. Une opposition... Donc, vous revendiquez aujourd'hui, je dirais, l'échec des ambitions de Nicéphore Soglo à remplir pour un second mandat. Non, bien sûr, mais pas que le parti Notre Cause Commune. Vous y avez contribué à... Fortement, parce que c'est le parti Notre Cause Commune qui, suite à un congrès en 1995, avait donné la main à d'autres partis tels que le PSD de Bruno Amoussou, le PS de Damien Larassa et un certain nombre de partis. Alors, si c'était seulement basé sur des calculs politiques, parce que beaucoup d'observateurs ont quand même relevé qu'avec Nicéphore Soglo, on avait des bons économiques et qu'il méritait de revenir. Nicéphore Soglo, c'est un bon économiste, un grand bâtisseur. Le pays était par terre. C'est lui qui a remis le pays au travail. C'est lui qui a commencé par faire les pavés. Il a fait énormément de choses dans ce pays. Pourquoi vous lui avez retiré votre confiance? Parce que l'homme ne vit pas que
de ces choses. Il faut la grandeur d'esprit. Un homme d'État doit être au-dessus de la mêlée. Oui, puisque M. Pognon savait prendre beaucoup de recul et qu'il ne sautait pas sur les questions majeures que vous évoquez, comment l'avait-il, quelle lecture il en faisait par rapport aux difficultés que Nicéphore Vous Dieudonné savez, Soglo en cette rencontrait? époque-là, il est vrai, le président Soglo a fait des choses mémorables. Mais à cette époque-là, tout était au centre des dessous parce qu'il avait eu des dérives inacceptables dans le pays. Ce monsieur Gracien Pognon était un jour à l'OETB, il animait une animation et le ministre de l'Intérieur d'alors, Alabik Began, avait dépêché, mobilisé des militaires pour qu'on aille le chercher. Il a fallu qu'on laisse filtre des antennes de l'OETB, le faire passer par le mur pour qu'il parte. Il y a tellement de choses. Le député Atanlin et Alabik Began étaient du même parti. Comme Atanlin n'était pas trop favorable à Nicéphore Soglo, Alabik Began, c'était des situations. Et pas que ça. Pas que ça. Lorsque. 5 minutes, la régie m'a fait signe tout à l'heure. Nous allons suivre encore d'autres témoignages de François Tampino, lui audio. Voilà, François Tampino audio, militant du parti Notre Cause Commune. Jonas Benameto, ancien maire de la commune de Semekpodi, rencontré par Emma Khoulono pour nous dans le cadre de cette émission. Nous allons les suivre et on revient pour conclure cette émission. Vous savez, j'ai eu la particularité d'avoir connu Gracien en tant que grand frère, très proche d'Abel Tévoidré. Nous avons formé ensemble le parti Notre Cause Commune, dont il était le vice-président. Il a milité toujours pour le Bénin avec un avenir radieux et meilleur. Il s'est beaucoup sacrifié parce que jeune ambassadeur à l'époque, il a dû démissionner parce qu'il voulait que le Bénin soit un pays libre où tout le monde va s'exprimer de la façon la plus libre et la plus autorisée. C'est ce que je peux dire de l'homme que j'ai connu, qui est d'un humanisme terrible. Il ne cédera rien par rapport à son amour pour le Bénin, sa patrie d'origine et de toujours. Mais alors, il est revenu au Bénin dans les années 89-90 pour pouvoir participer au développement de son pays, après qu'il ait tenté d'arracher le Bénin au pouvoir dictatorial. S'il avait réussi, nous l'aurions tous acclamé. Mais l'aventure n'avait pas réussi et il est tombé dans l'oubli avant de revenir au Bénin. Il a énormément contribué pour la liberté politique du Bénin. Et quand il a constaté, de par son intégrité physique et intellectuelle, que le Bénin n'était pas dans la voie qui était la sienne, il a préféré prendre du recul et voir les choses de loin. Il s'agit d'un homme exceptionnel, multidimensionnel, parce que ce soit sur le plan social ou sur le plan politique professionnel, c'est un oiseau rare, Gracien Pognon. Je l'ai côtoyé jusqu'aux derniers instants, en lui rendant visite dans son appartement à Paris. Alors, j'ai découvert que cet homme, lorsque vous le côtoyez, non seulement que vous êtes un homme politique aguerri, averti, mais socialement, vous avez un bon bagage pour vous comporter et ne pas être enclin à des dérapages. Et ce fut un père, parce que les leçons que j'ai reçues m'ont permis de gérer des biens publics colossaux durant toute ma carrière sans avoir jamais été interpellé par les instances judiciaires. Quand vous vivez avec Gracien, vous reléguez au second rang les faits qui peuvent vous emporter, qui puissent vous compromettre et vous inciter à la dérive. J'ai eu beaucoup de témoignages du point de vue professionnel, car ce monsieur a représenté le pays
le Bénin, le Dahomey d'abord, dans plusieurs grandes instances et en des périodes où nombreux sont les fonctionnaires internationaux qui se livraient à beaucoup d'actes délictueux. Il m'a parlé de ses relations avec les grands chefs d'État, que ce soit le président Bongo, le président Mobutu Sese Seko, le président Léopold Sédar Senghor, et il a exposé toutes les opportunités d'enrichissement illicite qu'il avait eues et qu'il avait déclinées. Donc, les gens ne savent pas aujourd'hui que si il y a eu de manière brutale soulèvement d'une affaire de vente de domaine aux États-Unis, que c'est Gratien, en tant que conseiller spécial aux affaires diplomatiques, qui a soulevé le problème. Et finalement, le Bénin a eu gain de cause, même si ça nous a coûté cher. Je pense que la justice a fini par retourner le bien dans le patrimoine de l'État béninois. C'est une œuvre de Gratien Pouillon, et il m'a dit qu'il y a eu plusieurs tentatives du genre et qu'il a toujours dit à ses congénères de ne pas s'aventurer dans ce domaine. Voilà, je précise qu'avant, François Tampino Ojo, militant du parti NCC Notre Cause Commune, et Jonas Benametor, ancien maire de la commune de Semepodi, nous avons écouté les témoignages de Saka Fikara, acteur politique bien connu de notre pays. Que ce soit ceux dont j'ai appelé les noms, beaucoup parlent des qualités de Gratien Pouillon. Quels étaient ses défauts? Il n'a pas vécu sans défaut quand même, sans ses caprices. C'est un homme qui a ses défauts et ses caprices. Quels sont les défauts que vous lui connaissez? Avant de dire les défauts de l'honorable Gratien Pouillon, je voudrais préciser que après la division du parti, c'est M. Ojo Tankounou François qui a été président du parti Notre Cause Commune. Donc il n'a pas été que militant. Il était le trésorier général au moment où le parti était dans son ensemble. Vous savez, moi j'ai vu très peu de défauts à l'honorable Gratien Pouillon. C'est-à-dire, il est lent à la colère, il est lent à la prise de certaines décisions. Mais lorsqu'il prend la décision, une décision suffisamment réfléchie, il ne recule pas. Je ne sais pas s'il va dire c'est un défaut ou bien si c'est une qualité, mais il pense toujours son action avant d'agir sa pensée. Il reconsidère très difficilement. Il n'est pas dans les décisions à la poubelle. Il n'est pas dans les décisions à la poubelle. Et c'est un monsieur qui a toujours été comme ça, qui exhortait tous les esprits à la patience, parce que avant d'aller à la division du parti, ça n'a pas été facile. S'il en tenait à lui et lui seul, le parti Notre Cause Commune resterait une entité intacte jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, quand on regarde notre vie politique, aujourd'hui, à la lumière de ce parcours de M. Gratien Pouillon, quelle est votre appréciation? Et je voudrais partager avec vous la réflexion d'un prêtre qui disait « Quand la mort d'un homme interpelle la conscience de tout un peuple ». Cette phrase résume tout. Vous savez, il n'est pas facile de gérer les affaires d'État. J'ai eu la chance, lors de mes recherches de maîtrise en 1991, intitulée « L'armée et le pouvoir politique au Bénin », de rencontrer presque tous les acteurs, presque tous les anciens présidents de ce pays. Quelque chose a accroché mon esprit. Le président Émile Denis Zinsou a été président du Bénin, du Dahomey. Il me disait qu'il est toujours indulgent vis-à-vis des gouvernants parce que la plateforme est très large et un président de la République ne peut pas percevoir tous les pans de société sur lesquels il pouvait efficacement agir. Je voudrais exhorter tous les acteurs politiques, tous les acteurs de l'administration à une plus d'élévation de leur conscience. Ils n'ont qu'à toujours penser la République. Vous savez, on n'a qu'à faire l'effort de pactiser avec les valeurs essentielles de justice, de courage, du travail bien fait, d'une volonté manifeste, d'accrochage à la vérité, etc., etc. C'est dans cette marche que le président
peut véritablement agir. Si nous prenons celui qui est là maintenant, le président Wadaï, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout voir. Il y a des poches de pauvreté essentielles dans certaines régions de notre pays. Même il y a encore des zones, même dans cette ville de Cotonou, de Porte-Nouveau, qu'on n'imaginerait jamais que les gens puissent encore vivre dans cet état de délabrement inqualifiable. Donc, ce que Gratien Pouillon a défendu, le don de soi, les valeurs essentielles, la République, il faut que ceux qui sont aux affaires puissent en faire leurs choses. Tenez, lorsque par exemple tu es gestionnaire de crédit et que tu as mission de passer les marchés publics, il faut soumettre à la concurrence des gens qui ont pour métier chef d'entreprise. Il ne faut pas créer des entreprises soi-même pour pouvoir les mettre en mal. Parce que lorsque le chef d'entreprise gagne un marché, cela ne va pas seulement dans son giron, mais il va agir là où le pouvoir ne peut pas agir. Si dans sa zone, il y a des gens qui souffrent et qui sont dans une indigence inacceptable, lui va agir. En donnant 1 000 francs, 2 000 francs à ceux-là, il est en train de contribuer au travail que le pouvoir devrait faire. Donc voilà en quelque sorte les valeurs auxquelles on nous appelle. Chacun n'a qu'à faire son devoir. Comme le disait le philosophe, fais le devoir par devoir. Emmanuel Kant, bien sûr, fais le devoir par devoir et non pas conformité au devoir. Allez, quelques secondes encore. On vous aura compris, justement, pour que la mémoire des hommes tels que M. Gratien Pouillon reste comme un héritage dans l'esprit de nos concitoyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que des grands hommes, nous en avons connu quand même dans ce pays. Vous savez, moi, mon cœur saigne. Mon cœur saigne en ce sens que dans ce pays, notre Bénin, il y a eu des gens qui ont joué des rôles essentiels. Lorsque je prends par exemple le président Sourou Miga Akpiti, il a été le premier député qui a représenté le Bénin et le Togo, le Dahomey et le Togo. C'est lui qui a proclamé la République. C'est lui qui a entonné la première fois l'hymne national et qui a hissé le drapeau national. Il a été président, il a tout sacrifié. Aujourd'hui, dans le conseil collectif des Béninois, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé. Il en est de même pour Aroma Degbe, tout ça là. Alors que c'est des gens qui ont été très importants dans l'édification de la République. C'est des gens qui ont contribué, qui ont joué un rôle. Ce que moi je voudrais proposer au président de la République, ou bien au député, s'il peut prendre une initiative de proposition de loi, c'est qu'on puisse créer un panthéon des grands hommes. Je prends Winsou Concepcia. C'est grâce à cette dame et autres, Paulin Routondi, le premier agrégé de notre pays, de ceux-là qui ont fait de grandes œuvres pour le Bénin, nous les oublions. Il nous faut un panthéon des grands hommes. Et il faut, comme on le fait dans les secteurs de la santé, de l'électrification et consorts, il faut ce panthéon pour recenser tous ceux-là. Commettre des études sur eux, appeler les sachants pour parler de ces hommes, dire ce qu'ils ont incarné comme valeur, pour que la génération actuelle puisse s'en approprier, les politiciens actuels puissent s'en approprier pour voir autrement le réel. Parce que le réel n'est pas ce qu'on pouvait croire, mais ce qu'on aurait dû penser. Voilà. Merci à vous, Merci. Monsieur Victor Semassa. Gratien Pouillon, cet été à Paris, le 25 juillet dernier. Vous donnez rendez-vous à toutes les personnes qui l'ont connu le vendredi. Oui, j'invite tout le monde. Dernier hommage. J'invite tout le monde à venir rendre un dernier hommage à ce baobab, à cet homme qui a donné tout, son être, sa vie et lui-même au Bénin. Ça va se faire. Il est vrai qu'on ne le connaît pas suffisamment, mais j'exhorte tout le monde. J'invite tous mes anciens élèves aujourd'hui dans des postes stratégiques que j'envoyais, que j'amenais chez Gratien Pouillon. J'invite tous les députés de la première, deuxième, troisième législature, en un mot, tous les cadres de l'administration à se porter à l'église Notre-Dame de Porte-Nouveau, à la descente du pont, pour lui rendre un dernier hommage. Voilà. Il y a cette question que j'oubliais, Franck, la jeunesse. Monsieur Victor Semassa, la jeunesse. Si Monsieur Gratien Pouillon devrait laisser un avertissement à notre jeunesse, quel serait cet avertissement, selon vous? La jeunesse n'est pas un État. Elle est dynamique. Et il faut qu'on puisse dévaloriser l'argent. Les jeunes d'aujourd'hui courent trop derrière l'argent, mais non. Mais non. Il faut qu'on se batte, qu'on travaille, qu'on fasse de bonnes études,
qu'on ait de bons diplômes, qu'on puisse s'insérer, on gagnerait tout. Ce n'est pas dans les systèmes de cailles, dans les systèmes de faux trucs, etc., qu'on puisse être. Ce qui est essentiel, regardons le travail. Il est libérateur. C'est la seule voie d'émergence et de réalisation de soi. Donc j'exhorte et j'invite la jeunesse béninoise à bomber le torse, à travailler, à donner le meilleur pour être eux-mêmes. Sinon, vous allez faire le gaille, vous allez gagner beaucoup d'argent, on va vous arrêter, vous irez en prison, vous allez perdre tout votre temps. Alors que ceux qui ont pris leur temps pour étudier auront une vie stable et prospère et vont vivre normalement. Voilà. Monsieur Victor Semassa, philosophe, politologue, expert en droit de l'homme, diplômé de l'Institut des droits de l'homme de Lyon et président du club des amis de feu Albert Tevoidre. Nous n'avons pas la prétention d'avoir parlé suffisamment de l'homme Gratien Poyon qui cet été à Paris. C'était le 25 juillet dernier et qui sera inhumé le vendredi prochain. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci monsieur Semassa. Bon retour à vous sur Porto Novo. À très bientôt. Merci à vous, Eric. Merci à vous, et à l'équipe de la technique de nous avoir accompagnés sur cette émission. À bientôt. Je vous remercie énormément. Voilà, à bientôt.